Donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à se connecter. Ravi de vous voir si nombreux. Donc, nous allons bientôt commencer ces quatrième webinaire du projet organisé dans le cadre du projet AfroScreen. Et seulement quelques rappels, si besoin, pour l'utilisation de la plateforme Zoom. Donc, vous avez une option interprétation. Et donc, si vous voulez, vous pouvez écouter la traduction en anglais. If needed, you have interpretation button at the bottom of your screen, so you can listen to the presentation in English. Et après, si vous avez des questions à la fin de la présentation, vous pouvez les poser en levant la main à travers les réactions ou en écrivant dans la discussion. Et je pense qu'on est déjà assez nombreux. On cherche d'être à l'heure de tenir les heures qu'on avait prévues. Donc, j'arrête mon partage et je laisse la parole au docteur Jean-François Guégan, directeur de recherche à l'INRAE, qui a très gentiment accepté de nous donner cette présentation. Merci beaucoup et à vous. Merci beaucoup, Nicole. Donc, bonjour à toutes et à tous et à tous nos partenaires. Donc, j'ai proposé, comme suite à la proposition qui m'a été faite, j'ai proposé le titre suivant. Je suis désolé, voilà, c'est ça, j'avais un écran qui cachait ma présentation. Donc, avec une formule. Excusez-moi, si vous pouvez recommencer à partager l'écran, parce que quand je l'ai fait, ça a arrêté votre partage. Mais là, mon écran est partagé pour moi. Je ne le vois pas. Je ne sais pas si les autres, mes collègues, peuvent m'aider. Est-ce que vous voyez? Je ne le vois pas non plus. Je pense qu'il vaut mieux okay. qu'il arrête de partager et qu'il recommence à partager. Ouais, peut-être qu'il faut recommencer. Désolée de... Oui, ça arrive. Donc, je remets la page de titre. Donc, j'ai proposé un titre et discuter de manière critique autour de ce nouveau concept que l'on intitule One Else. Et puis, en se posant la question One Else, What Else, pour mimer une publicité pour un certain produit, et d'aller vers une discussion que nous pourrons avoir comme suite à cette présentation, comment mieux développer la recherche inter- et transdisciplinaire pour répondre finalement aux questions de santé mondiale. Alors, en préparant cet exposé, qui est la première fois d'ailleurs que je le présente sous cette formule, je m'aperçois d'ailleurs que les bandeaux de titres ne sont pas lisibles à cause des différents écrans. Donc, cette première diapositive pose un certain nombre de mises en garde quant à ces nouveaux concepts. One Health en particulier, comme vous le verrez, qui est l'un des derniers d'entre eux. One Health, c'est ce que j'appelle One Health et consorts, c'est-à-dire tout le groupe des nouveaux concepts que je vais vous présenter à suivre, et avec quelques mises en garde. Tout d'abord, ce thème, One Health, n'est finalement pas un sujet de recherche, mais ce que j'appelle un métasujet. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà d'un sujet propre. Donc, souvent, on fait la confusion, on ne travaille pas sur du One Health. Tout un groupe ou une équipe, ou voire même un laboratoire ou plusieurs laboratoires collaborateurs travaillent dans une perspective One Health, mais il est rare qu'un individu lui-même et lui seul ou elle seule travaille sur un tel sujet. C'est ce que je définis donc comme être un méta-sujet. Et donc, ce méta-sujet va exiger de la profondeur de pensée, du recul quant aux résultats qui vont être acquis, du temps de compréhension, bien entendu, et vous comprendrez l'importance du temps long, surtout pour les gens qui pratiquent de la biologie moléculaire et qui sont dans des résultats qui peuvent être rapides.
Métathème qui peut aussi difficilement constituer pour moi un thème pour les premières années de recherche d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur, tout simplement parce qu'il réclame et demande, exige cette profondeur de pensée, ce recul, etc. Enfin, le métasujet est complexe. Vous vous en rendrez compte dans la suite de mon exposé. Et je considère qu'on assiste à une fabrique des experts, mais les experts sur ce thème One Health restent toutefois très profanes. Et là, je vois une responsabilité, une responsabilisation des institutions et organisations de la connaissance et de la recherche elles-mêmes dans cette fabrique des experts. Le métier sujet est ou peut être tendancieux par l'intervention de pensées politiques, religieuses ou autres. Donc c'est un sujet que je traite notamment sur changement climatique et santé, comment il a pu être très influencé ces 10-15 dernières années par une pensée moins politique, mais beaucoup plus religieuse. C'est d'ailleurs très intéressant à analyser. Hein. Beaucoup de chercheurs sont assez crédules sur ce point, c'est-à-dire les influences extérieures qui peuvent arriver pour orienter un thème de recherche. Sachez par exemple que le dernier congrès One Health avoir été organisé avant la pandémie, hein, il s'est déroulé en Australie et il s'est déroulé dans une église presbytérienne. Donc, le sujet peut devenir tendancieux hein, et fait aussi aujourd'hui l'objet de récupération de tous ordres. Souvent par des personnes qui n'y s'y connaissent absolument pas sur le thème. Le métasujet fait l'objet aussi de croyances ou des connaissances que l'on appelle perceptionnelles. On pense que, prenez juste l'exemple de la transmission d'agents infectieux par la consommation scientifique, j'entends, hein, vous avez très très peu d'évidence scientifique qui vous le démontre. Alors effectivement, vous allez avoir des transmissions de quelques parasitoses, vous allez avoir des transmissions de bactéries, et notamment des bactéries qui vont proliférer sur un terrain en putréfaction, hein, un morceau de viande en putréfaction qui sera consommé, mais vous avez extrêmement peu de situations où la consommation elle-même, je parle bien de consommation elle-même, entraîne un risque infectieux. C'est plutôt les pratiques, c'est-à-dire la pratique de chasse, les morsures, le contact avec des fluides expectorés par un animal qui aurait été atteint par une balle et donc qui est blessé, et que le chasseur, voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la connaissance perceptionnelle. On croit que, on a lu que, mais quelle est la réalité de l'évidence scientifique? Donc, ce sujet, One Health, est aussi beaucoup traversé par justement une connaissance souvent très perceptionnelle, on pense que, mais qui n'est pas supportée par l'évidence scientifique, ou au moins ce que nous dit une lecture et une analyse de la recherche et de la production scientifique ces dernières années. Et plusieurs de ces caractéristiques, d'ailleurs, s'appliquent à d'autres métasujets, dont le métasujet biodiversité santé, qui est en particulier mon sujet depuis environ 28 à 30 ans. Je traite de deux sujets au niveau international, changement climatique et santé, et celui-ci, biodiversité santé. Ne sachant pas tout à fait votre connaissance et les orientations données par ce programme, je me suis permis de rapidement vous expliquer ce qu'est une recherche une recherche multidisciplinaire, une recherche interdisciplinaire et une recherche transdisciplinaire, tant on fait de confusion. Donc, tout d'abord, une recherche pluridisciplinaire, on tente à confondre une recherche pluri- ou multidisciplinaire sur la gauche de votre écran, même si certains vont réserver une recherche pluridisciplinaire et l'accorder à une personne va faire de la recherche pluridisciplinaire en lisant, en s'acculturant de différentes autres approches ou disciplines extérieures à la sienne. Donc, on parlera là de pluridisciplinarité et on parlera de multidisciplinarité lorsque ce sont différentes disciplines et des collectifs issus de différentes disciplines qui partagent souvent un même espace, mais comme illustré ici sur cette diapositive tout en haut à gauche, elles ont très très peu d'échanges et de contacts entre elles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la ou la multidisciplinarité, qui se distingue de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité et qui est illustré au milieu de cette diapositive, justement par les flèches, où des disciplines A et des disciplines B, mais aussi des disciplines X, s'interfécondent, se croisent pour finalement renverser des connaissances, renverser des dogmes
que l'on avait imaginées pour construire de nouvelles hypothèses de travail, de nouvelles orientations, de nouveaux postulats de recherche, voire à déstabiliser une discipline tout entière. Là, on est véritablement dans l'interdisciplinarité. Enfin, sur la droite, une transdisciplinarité est une interdisciplinarité, mais dont l'orientation, et je pense que vous serez intéressé dans le cadre de ce programme AfroScreen, justement, est orientée vers une translation à la décision publique en santé publique, mais aussi à la décision politique, c'est-à-dire que faut-il faire à un moment eu égard à la connaissance qui est apportée par une recherche, par un programme, mais aussi à l'adresse des acteurs socio-économiques d'une région ou d'un pays en particulier. Et là, on est véritablement dans la transdisciplinarité par ce mouvement translationnel entre l'interdisciplinarité vers les acteurs, ce qu'on appelle en anglais les stakeholders. Diapositive suivante, pardon. Sur cette diapositive, c'est juste pour vous rappeler qu'une très grande quantité, et justement, vous allez vite vous en rendre compte, du travail qui peut être fait en général et sans prononcer ce concept One Health, dans la majorité du temps, les gens s'installent dans une ou une multidisciplinarité sans toutefois pratiquer de l'interdisciplinarité. Très peu de gens et d'équipes en réalité pratiquent cette interdisciplinarité. Parce qu'elle est bien entendu beaucoup plus difficile à construire, parce qu'elle remet en cause des dogmes ou des postulats anciens que les disciplines ont du mal elles-mêmes à avoir évolué, évidemment. Donc, ne faites surtout pas cette confusion entre pluri, multi, inter et transdisciplinarité, car il s'agit absolument de choses très différentes entre elles. Donc, je vous rappellerai la naissance et aussi l'origine de ces différents concepts, dont le plus ancien d'entre eux est le concept EcoHealth, qu'on a traduit en français par écologie de la santé, mais qui se trouve ses fondements bien avant les années 1980 où il apparaît, notamment aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe et en particulier en France, et que l'on traduit au préalable par ce qu'on appelle de l'éco-épidémiologie ou de l'épidémiologie écologique, et qui constitue un domaine de recherche qui va utiliser des approches systémiques et pluridisciplinaires pour promouvoir la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes dans le contexte des interactions sociales et écologiques qui peuvent exister entre elles. Donc, la définition est très claire, je ne vais pas la compliquer, vous pouvez trouver des informations par vous-même ou je pourrais vous fournir des articles dont certains des miens qui traitent de ces différentes définitions et d'une comparaison entre ces différents concepts. Le concept One Health, c'est plus récent, il apparaît dans les années 2000 et il promeut une approche intégrée. Intégrée, ça n'est pas intégrative. Intégrée consiste à dire qu'il y a une orientation qui est donnée au thème, elle est dite systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale à différentes échelles et elle vise notamment à mieux affronter les maladies émergentes à risque pandémique. One Health, par exemple, en France, commence à apparaître dans les années 2009-2010. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que c'est essentiellement le ministère des Affaires étrangères et européennes, en dehors de tout autre ministère, qui se préoccupe du thème One Health, ou plutôt du métathème One Health pour respecter ma propre définition, et qui rédige, j'ai participé à cette rédaction d'un rapport que vous pouvez trouver aisément sur Internet en 2010-2011. Donc, on pourra ensuite discuter pourquoi un ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, s'intéresse au métathème One Health. Ça peut être d'ailleurs très intéressant comme discussion et pour ouvrir le débat. Vous avez un troisième métathème, concept, qui s'appelle Global Health, ou santé globale, ou santé mondiale, qui est la santé d'une population dans un contexte globalisé. Le terme a été défini après 2005 comme le domaine d'études, de recherche et de pratique qui accorde la priorité à l'amélioration de la santé et à l'équité. Donc, je parle bien de santé humaine ici et d'équité entre genres, etc., en matière de santé et pour tous les peuples du monde. Donc, le concept santé globale s'intéresse finalement à la santé des individus humains et n'accorde pas ou peu de place à la santé animale et à la santé des écosystèmes. Vous avez enfin le quatrième concept d'apparition très récente, qui est le concept Planetary Health ou santé planétaire, qui fait référence à la santé de la civilisation humaine et l'état des systèmes naturels dont elle dépend.
et qui prend conscience que le changement climatique, l'érosion des terres, la recrudescence des extensions agricoles dans le monde peuvent contribuer à avoir des conséquences sur la santé humaine. Et en 2015, la Rockefeller Foundation, avec le journal de Lancet, ont développé le concept sous le nom de Rockefeller Foundation, Lancet Commission on Planetary Health. Enfin, les organisations des Nations Unies s'unissent dans leurs différentes structures pour créer le groupe d'experts de haut niveau pour l'approche Une seule santé, il y a 1 an et demi environ, et défini, lui, pour essayer de raccorder tous ces concepts, dont certains veulent dire un peu la même chose, mais d'autres sont finalement très orientés dans leur démarche, autour du principe Une seule santé. Et le principe Une seule santé va consister en une approche intégrée et unificatrice qui va viser à équilibrer, à optimiser durablement la santé des personnes, mais aussi des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement en général, y compris des écosystèmes naturels, est étroitement liée et interdépendante. Alors, une représentation simplifiée et chronologique des 4 concepts vous est donnée ici. Le premier d'entre eux, comme je l'ai annoncé, ce qui surprend certaines personnes, est le concept Eco-Health ou écologie de la santé. Si vous voulez en avoir une définition exacte, en profondeur, et puis les démarches qui ont été développées, vous visitez le site de l'IDRC, International Development Research Council du Canada, qui a vraiment pratiqué et développé avec ses partenaires une approche Eco-Health ou écologie de la santé. Apparaît ensuite le concept One Health dans les années 2000, avec en France son apparition dans les années 2009-2010, avec ce document émanant du ministère des Affaires étrangères et européennes. Apparaît en 2005 le concept de santé globale et enfin le petit dernier de santé planétaire. Donc ça peut paraître étrange que des concepts se succèdent, quelquefois se succèdent sans prendre en considération les concepts déjà préexistants. Je crois que c'est une maladie de notre civilisation moderne de ne pas s'intéresser à l'existence de concepts qui pouvaient exister au préalable. On essaie de réinventer des choses finalement qui pouvaient exister auparavant. Et donc, c'était important ici de dire, donc c'est exactement la même diapositive que précédemment, mais dans la recherche des origines de ces quatre concepts. Il en existe d'ailleurs d'autres, mais je ne les ai pas mis pour cette présentation. Le concept Eco-Health ou écologie de la santé vient essentiellement de la parasitologie écologique. C'est d'ailleurs ma formation à l'origine. Et donc, il vient plutôt de gens qui travaillent en interface entre de la parasitologie, la transmission de parasites, mais aussi la transmission infectieuse, et puis qui ont une démarche d'une approche écologique, notamment pour comprendre et modéliser la transmission infectieuse. Le concept One Health vient essentiellement de la formation de l'infectiologie vétérinaire. Le concept de santé globale essentiellement de la médecine, sans préciser d'ailleurs un champ ou une discipline en particulier. Et enfin, le concept de santé planétaire, le petit dernier, disons, vient beaucoup plus de l'épidémiologie et de la santé publique internationale qui prend conscience d'une réalité finalement de transformation mondiale à se passer qui vont impacter la santé des populations sur la planète Terre. Donc, je vous remets toujours en haut à gauche ce petit dessin, voilà, et avec ces flèches rouges qui vous montrent que ces différents concepts, qui sont nés finalement de disciplines très différentes, eh bien, coexistent dans un écosystème finalement avec des tenseurs, dans la mesure où ces tenseurs tentent à rapprocher chacun de ces concepts, Eco-Health, One Health, Global Health, mais aussi Planetary Health, vers finalement la discipline mère. Voilà, et donc vous vous rendez compte déjà avec cette coexistence de concepts nés à partir de disciplines souvent très différentes, eh bien comment le sujet, le thème de la multi et de l'inter et la transdisciplinarité peut demeurer très difficile à développer et à appliquer. Voilà, pour discuter de l'origine de ces différents concepts. Je m'intéresse beaucoup à l'épistémologie, à l'histoire des sciences. Pour moi, c'est ce qui vous est présenté tout
plutôt dans la partie basse et à droite de cette diapositive, c'est tout de même un concept qui naît dans les années 2000, 2005 internationalement et qui très très rapidement va voir un certain nombre de publications finalement le contredire, comme ce papier donc, publié dans PLOS Biology qui vous dit mais vous dites que vous faites de la synthèse, vous dites que vous faites de l'interdisciplinarité et que vous conduisez à une recherche transdisciplinaire, mais pas du tout. C'est ce que vous exposent ces 3 petits schémas qui vous montrent que la production scientifique reste très en silo, et ce, malgré l'utilisation du concept de One Health. Nous avions en France un écrivain, tout le monde le connaît, Albert Camus, avait l'habitude de dire, lorsqu'on a plus d'idées ou pas beaucoup d'idées, il vous reste des mots. Oneness est en quelque sorte devenu un mot qu'on exprime avec tout de même des difficultés à provoquer et entraîner cette inter- et transdisciplinarité. Entendons-nous bien, je ne vais pas contre la substance même qui anime le concept de Oneness. Je suis le premier à pratiquer de l'interdisciplinarité et à converger vers de la transdisciplinarité. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que chaque discipline mère du concept ou des concepts tente à entraîner et à retenir finalement le concept vers ce qu'il sait faire en particulier. Donc, de la parasitologie écologique, de l'infectiologie vétérinaire, de la médecine ou de l'épidémiologie, de la santé publique, pour le 4e concept. C'est exactement ce que vous délivre ce papier publié dans PLOS Biology il y a environ, je ne me rappelle plus la date, c'est 2016. Vous voyez, le concept apparaît en 2000-2005 et en 2016, vous avez déjà des papiers qui vous disent, mais attendez, votre concept n'est pas tout autant inter- et transdisciplinaire que vous voulez bien le dire, et apparaît justement cette expression de silo. Votre recherche reste encore en silo. Alors, une analyse récente, d'ailleurs très intéressante, hein, je vous la conseille en lecture, publiée par Fasina et al. Fasina est un jeune chercheur du Nigeria, et d'ailleurs l'ensemble des auteurs viennent d'Afrique, ce qui pour moi est intéressant, et qui analyse déjà en 2021 les 145 initiatives One Health ou de type One Health qui existent en Afrique subsaharienne, et l'analyse et se pose un certain nombre de questions. Ce que vous représente dans un premier temps cette cartographie de l'Afrique. Vous vous rendez compte que d'abord, les programmes de type One Health sont préférentiellement en Asie du Sud-Est, en Afrique, pardon, excusez-moi, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, et beaucoup moins en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, à l'époque où ils arrêtent ce travail, c'est-à-dire certainement un travail achevé début 2021 ou fin 2020. Vous vous rendez compte, 145 initiatives qui existent actuellement, et vous disent surtout dans l'analyse eh bien, qu'en analysant la plupart de ces travaux, de ces programmes, c'est-à-dire 145 initiatives lancées, eh bien, elles restent largement très académiques. Et elles font, pour beaucoup, essentiellement de la zoologie, ou de la zoologie moderne, à la recherche notamment de nouveaux vecteurs potentiellement dangereux pour une transmission infectieuse. Il faut le faire, bien entendu, ça ne suffit pas. Ou alors à la recherche de nouveaux autres réservoirs qui pourraient abriter des virus ou des bactéries dangereuses pour l'humanité. Ensuite, ils vous disent, bien entendu, qu'ils ont des approches qui sont extrêmement étroites dans leur recherche. Beaucoup de recherches sur les animaux, potentiellement réservoirs, très peu de recherches finalement sur le risque infectieux, c'est-à-dire, et on s'attend à aller vers là, c'est-à-dire combien de cas d'humains sont affectés et infectés par l'agent viral ou bactérien que l'on étudie. Et puis, finalement, il n'y a pas ou très peu d'inclusion de ce qu'on a appelé les secteurs actifs, les secteurs politiques, les secteurs finalement de politique pour la décision à prendre, mais aussi une participation citoyenne à la construction des programmes et à la restitution des programmes, ce qu'on appelle finalement dans le langage anglais les stakeholders. Et donc à la fois dans la construction des programmes et puis dans leur déroulé.
Et finalement, eh bien, il conclut, finalement, c'est ce que propose de faire EcoHealth, c'est qu'il le fait déjà bien. Voilà. Et donc, l'ensemble de ce travail, hein, qui est un travail d'analyse bibliométrique, puis ensuite d'analyse et de synthèse, conduit à définir et à vous montrer que ces programmes ont une vue très réductionniste de leur approche, avec très très peu de participation des stakeholders, c'est-à-dire des différents secteurs qui pourraient être impliqués, avec des approches qui restent très étroites dans leur vue parce qu'elles ciblent essentiellement l'animal. Elles ont très très peu d'approches qui s'intéressent à l'environnement et alors encore moins qui s'intéressent à des problématiques infectieuses et donc de cas chez les patients atteints. Donc ça semble quand même très intéressant, mais aussi très surprenant en réalité, puisqu'il existe une grande quantité de programmes déjà établis en Afrique subsaharienne et que cette analyse vous démontre, alors il ne s'agit pas de mon travail, hein, bien entendu, il s'agit d'un travail tout à fait respectable, produit par des personnels africains eux-mêmes. Alors, en produisant cette présentation, j'ai trouvé un article plus récent, publié en 2022, par exactement les mêmes auteurs, dans le même journal, qui est un journal nouvellement créé, qui s'appelle One Health. Et donc, il travaille à essayer d'aller un peu plus loin et à essayer de comprendre si finalement il y a eu des progrès. Et c'est ce qui m'interroge d'ailleurs en travaillant sur un certain nombre de caractéristiques sur ces programmes, à savoir s'ils font d'un travail transdisciplinaire, c'est ce qui vous est illustré en vert, s'ils ont vraiment une approche basée sur une compréhension, on dit systémique, et on essaie de comprendre l'ensemble de l'organisation d'un système dont des agents infectieux sont une partie, mais on ne cible pas sur une compréhension d'un agent infectieux en l'isolant de tout le reste, etc. Et donc, dans ce papier très récent, ils analysent moins de pays et sur beaucoup moins d'aspects. Ils arrivent qu'il y a eu quand même des améliorations, on pourra en discuter, donc ça contredit le papier précédent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a moins d'une année passée dans la première analyse et dans celle-ci. Mais tout de même, ils indiquent que certains aspects ne sont absolument pas traités dans les programmes One Health, hein, et en particulier les aspects environnementaux qui sont la plupart du temps quasi existants, mais ils accordent à dire aussi qu'il existe un degré, ce que j'adore, un degré de subjectivité de la part des rédacteurs et des personnes qui ont analysé. Voilà. Moi, personnellement, je pense que le papier précédent est quand même assez puissamment analysé et que le journal leur a demandé une nouvelle lecture à la lumière d'une étude peut-être plus fournie, plus appuyée, plus en profondeur sur quelques pays. Ils disent qu'il y a eu des progrès tout de même, hein, voilà, et notamment avec l'essor de ce leitmotiv qui est devenu One Health. Probablement qu'il y a eu des succès, hein, il faut aussi le reconnaître. Mais tout de même avec ces difficultés à faire une véritable interdisciplinarité. Je vous rappelle que le concept One Health, à son origine, vient essentiellement des sciences vétérinaires, donc traitant des animaux, que ce soit domestiques ou sauvages. Alors, si on replace par rapport à vous rappeler ma présentation utilisant un cercle qui était en réalité une chambre à air, et vous amusez à tordre cette chambre à air finalement pour la replier ou finalement rapprocher deux extrémités de cette chambre à air, hein, et vous la couchez de la manière dont je vous l'ai présenté. Aujourd'hui, les concepts EcoHealth, qui est le plus ancien d'entre eux, le concept de santé planétaire, finalement se rapprochent, et se rapprochent notamment dans un formalisme scientifique qui est basé sur une approche hypothético-déductive qui traite d'approche intégrative. Elle va parler de systèmes complexes, elle va parler de théorie des systèmes, et dans une heuristique qui est basée sur l'utilisation de moyens plus ou moins performants de statistiques et de mathématiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, on assiste à un rapprochement finalement de la santé planétaire, hein, qui vient de l'épidémiologie de la santé publique internationale et de l'écologie de la santé, à travers l'utilisation finalement de mêmes approches, c'est-à-dire l'analyse des cohortes en particulier, mais pas uniquement. Et les deux concepts One Health et Global Health restent finalement très distants l'un de l'autre, avec peu de formalisme scientifique, s'exprime souvent en parlant de holisme. Alors c'est un terme, sachez-le, que moi je n'utilise jamais.
le holisme est avant tout une théorie politique qui a été développée par des personnes en Afrique du Sud, je pense à Smuts en particulier, durant le temps de l'apartheid, et les gens ne le savent pas quand ils utilisent holisme. Holisme, c'est aussi, dans sa seconde acception, toute une pensée en écologie, hein, mais finalement qui n'a pas eu beaucoup de succès dans les approches écologiques parce qu'elle est restée très descriptive et elle manquait un peu de substrat, etc. Et donc, il a fallu un peu développer beaucoup plus de... Et voilà, et le holisme a disparu de la pensée écologique aujourd'hui. Donc, c'est assez curieux et intéressant de revoir ce terme ici revenir, alors que je vous dis que le holisme peut être aussi tout à fait autre chose. Et Global Health et One Health sont très souvent déclaratoires, c'est-à-dire il faut faire de la multi ou de la trans ou de l'interdisciplinarité, parfois très incantatoire sans donner la méthode. Donc ça, je l'ai décrit dans un chapitre de livre il n'y a pas très longtemps, dont vous trouvez les références juste après, mais je pourrais aussi vous le fournir. Voilà. Donc, le concept One Health, qui est finalement très très bien, mais comme les autres concepts, demande un rapprochement de certaines disciplines, mais ne donne pas une méthodologie pour pouvoir. Et donc, ça fait 50 ans, notamment en France, qu'on nous dit qu'il faut faire de l'inter et la transdisciplinarité, mais sans à la fois nous donner les moyens pour ce faire, mais aussi une méthodologie pour pouvoir et faire en sorte que des disciplines entre elles puissent se fertiliser les unes les autres, avec une dimension, bien entendu, qui est de renseigner la santé publique internationale et la santé mondiale. Et puis, l'un des problèmes avec One Health, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux espèces animales et à leurs agents infectieux dans le cadre et dû au fait que certains d'entre eux peuvent être des agents zoonotiques, c'est-à-dire passant de l'animal à l'humain, qu'ils soient domestiques pour ces animaux ou sauvages. Mais il faut vous dire, il n'y a pas un grand horloger au sens du philosophe qui était Voltaire, qui aurait jeté les premiers miasmes sur les populations humaines. Effectivement, les germes infectieux et parasitaires viennent, et on le sait aujourd'hui, de l'animal ou de l'environnement, de l'eau. On sait de plus en plus aujourd'hui que beaucoup d'entre eux viennent du sol et de la rhizosphère des plantes. Mais avant d'être présents chez les animaux, ils viennent bien de quelque part. Ces agents infectieux présents chez l'animal, eh bien, ils viennent pour l'essentiel, comme je vous le rappelle sur cette diapositive, et c'est beaucoup de bactéries, de champignons parasites, mais aussi d'autres microbes. Ils viennent bien du sol, de l'eau, et pour beaucoup d'entre eux, de la rhizosphère des plantes. Et qui, pour moi, représente et constitue un important problème pour le futur, avec le développement de l'agriculture mondiale. Beaucoup de ce que l'on appelle des graminées poacées, alors c'est le blé, le maïs, le sorgho, etc., eh bien, leurs systèmes racinaires contiennent toutes les bactéries que je vous présente là à l'instant, dont certains sont des germes infectieux plus ou moins violents. Et ça, on l'a radicalement oublié. Alors, ici, sur cette diapositive suivante, je vous propose la manière, dans un essai comparatif entre ce que généralement les sciences biomédicales pratiquent, donc c'est les différents bandeaux qui vous sont présentés en position centrale. Le vivant est organisé en système hiérarchique, ce qu'on appelle l'organisation hiérarchique du vivant. Je pense que c'est inutile de vous rappeler de la molécule au gène, de la molécule et des gènes aux cellules, puis aux tissus et organes, aux individus, les individus constituant des populations, ensuite des communautés écologiques de différentes espèces dont l'homme est un participant, mais aussi jusqu'aux écosystèmes, leur environnement et enfin l'écosystème global. On s'aperçoit que, par exemple, les études biomédicales s'intéressent à des niveaux fins du vivant, c'est-à-dire du gène à la molécule, et dépasse très rarement le niveau individuel, car lorsqu'elle dépasse du niveau individuel pour passer à celui de la population, on est beaucoup plus alors dans de la recherche en épidémiologie et en statistique. Enfin, le domaine d'activité que je représente, que l'on appelle écologie et évolution des maladies infectieuses, qui sont illustrés par des points verts, on a beaucoup l'habitude de franchir ces différents niveaux du vivant. Hein. Beaucoup d'entre nous travaillent aussi sur des gènes et des molécules, mais essaient de les connecter avec des phénomènes qui interviennent à plus large espace. Et ça a extraordinairement d'importance, comme vous allez vous rendre compte juste à l'instant sur cette diapositive suivante.
Ici, je vous ai illustré ce qu'on appelle des séries chronologiques de cas dont on dispose ici au Royaume-Uni, aux États-Unis, de cas de virus de rougeole. Donc, ce sont des incidences de cas. Donc, c'est ce qui vous illustré en noir. Est-ce que ce qui va vous frapper, c'est une certaine forme de régularité dans ces épidémies. Voilà, vous voyez, c'est sur plusieurs dizaines d'années. Hein. C'est environ 40, 50, 60 ans. On a des chroniques temporelles, c'est ainsi qu'on les baptise, beaucoup plus longues. Je ne vous ai pas ici mis les dates d'intervention vaccinale, car elles sont importantes. C'est là où vous voyez, notamment au Royaume-Uni, des diminutions de cas. Vous vous rendez compte que la vaccination n'entraîne pas l'éradication de l'agent viral circulant. D'ailleurs, complique sa transmission et sa circulation. Ce qu'il est important ici de voir, c'est qu'une étude au long terme, moyen et long terme, vous permet de voir des régularités à se passer. Les épidémies de rougeole se produisent en période pré-vaccinale, mais aussi continuent à le faire, mais de manière beaucoup plus floue en période post-vaccinale, et avec des phénomènes d'apparition épidémique tous les 2 ans à 2 ans et demi environ. Pour la bactérie causant la coqueluche, la périodicité est de 4 à 4 ans et demi environ. Alors, ces informations sont essentielles, évidentes pour informer les politiques de santé publique, parce qu'elles vous indiquent préférentiellement à quel moment il faut intervenir, bien entendu, pour vacciner, mais aussi elles vous informent qu'en cas de difficulté de politique vaccinale, eh bien, il peut y avoir un phénomène que l'on va ici appeler un phénomène de redondance entre la vaccination et la transmission épidémique et ici dynamique de ce virus de la rougeole, mais aussi de la bactérie responsable de la coqueluche. Donc, dans un temps ancien, j'ai travaillé sur ce genre de travaux, mais tout ceci pour vous montrer que ces explications, finalement, qui apparaissent au moyen terme, c'est-à-dire d'une définition, d'une mise en caractérisation des épidémies de rougeole qui apparaissent tous les 2 ans à 2 ans et demi. Bien entendu, il y a des déterminants qui vont être responsables de ces phénomènes cycliques épidémiques. Vous ne pourrez jamais les mettre en évidence si l'on ne sort pas d'une boîte de pétri et qu'on ne sort jamais de son laboratoire. Il faut travailler dans le temps long, surveiller les cas, engranger des séries chronologiques temporelles ici pour faire ce type de travail. Donc, c'est-à-dire que finalement, à des niveaux d'organisation du vivant, vont apparaître des déterminants qui seront plus vrais à d'autres niveaux inférieurs de compréhension dans la hiérarchie du vivant, mais aussi à des stades supérieurs. C'est-à-dire qu'à chaque niveau d'organisation du vivant, eh bien, apparaissent des déterminants, ici des déterminants de santé en fait, qui structurent, conditionnent, façonnent finalement ici donc des dynamiques de propagation. Donc, si vous vous concentrez la recherche uniquement au niveau du laboratoire, notamment en travaillant, comme beaucoup d'entre vous le faites, et c'est très bien d'ailleurs de le faire, mais ce que je vous indique là, c'est que ça ne suffit pas, vous mettrez en évidence des facteurs et des déterminants explicatifs qui n'interviennent qu'au niveau donc temporels et spatiaux auxquels vous les travaillez, c'est-à-dire ne dépassant dans la plupart des temps, quand on est au laboratoire, jamais les rebords d'une boîte de pétri. Ensuite, eh bien, les systèmes en général, les systèmes naturels dans lesquels vous pouvez avoir des eaux de réservoir, des vecteurs de transmission, vous pouvez avoir un agent circulant, qu'il soit strictement animal, il va provoquer des épizooties dans ce cas, ou alors zoonotique, qui pourra provoquer des épidémies, voire des pandémies comme avec ce virus du SRAS. Eh bien, on est dans des systèmes complexes qui vont avoir leur propre dynamique, et en fonction d'événements, c'est ce qui s'est passé probablement ces 50, 70 dernières années sur la planète Terre, avec finalement les problèmes de pollution, les problèmes de déforestation comme on le connaît actuellement, mais bien d'autres aussi, le problème de mondialisation et d'échange. Vous arrivez finalement à une organisation et un stade d'organisation, c'est ce qui vous est illustré tout en bas à droite, qui passe de ce qu'on appelle, qui atteint de ce qu'on appelle des points de bascule dans l'organisation des systèmes, qui font que finalement tout retour en arrière est impossible et qu'ils peuvent conduire à ce qu'on appelle des phénomènes qu'on appelle en physique des phénomènes chaotiques, c'est-à-dire d'entraîner finalement
les écosystèmes, mais aussi les agents infectieux qui circulent dans ces écosystèmes, dans des nouveaux équilibres qui vous sont illustrés ici par le rond rouge, des équilibres, et alors avec une nouvelle dynamique qui n'est pas la dynamique des stades précédents. C'est ce qui vous est illustré ici, mais de manière très simplifiée, des perturbations et des modifications environnementales, mais aussi une évolution démographique dans certaines régions du monde. On peut aussi parler finalement des paramètres sociologiques. Ces 50, 60, 70 dernières années ont eu lieu depuis des dizaines d'années maintenant et faisant très probablement des émergences, c'est-à-dire des agents infectieux émergents, sont probablement aujourd'hui en cours, mais non révélés, tout simplement à cause de ce phénomène-là, c'est-à-dire que ce phénomène de retard finalement que l'on peut voir dans les écosystèmes naturels qui font que des phénomènes de perturbation environnementale, notamment pour le développement de l'agriculture dans certaines zones, donc le phénomène de déforestation, vous a déjà entraîné finalement faire que des virus ou des bactéries sortent des bois et donc sont déjà en phase finalement de colonisation de l'espèce humaine, pour dire simple. Tout en bas, je vous ai indiqué justement, on a des datations pour le virus à Ebola. On sait aujourd'hui que c'est 5 à 6 ans après les phénomènes de déforestation importants, on est capable de vous aujourd'hui préciser c'est quel type finalement d'arbres qui ont été abattus pour développer la sylviculture et la collecte de bois d'œuvre. Vous voyez, c'est 5 à 6 ans. Pour l'ulcère de Buruli, sur lequel je me concentre actuellement, qui est dû à une mycobactérie, c'est 10 à 20 ans après des phénomènes de déforestation dans les régions intertropicales, pour notamment le développement de l'agriculture. Je vous rappelle tout de même, et c'est ce qu'indique cet astérix, que le VIH de type M a été transmis à l'homme par un chimpanzé du sud du Cameroun, probablement entre 1915 et 1941, alors qu'il était, bien entendu, à la lumière de notre connaissance, resté silencieux. Tout ceci pour vous exprimer que, eh bien, finalement, eu égard aux modifications profondes qu'on observe sur la planète, il y a très certainement aujourd'hui des émergences et des phénomènes émergentiels qui sont en cours, qui sont encore rendus non visibles et qui sont dus justement à ce qu'on appelle cette complexité des systèmes, mais aussi à cette inertie finalement dans la réaction de ces systèmes. Diapositive suivante, pardon. Docteur, vous m'avez demandé de vous alerter à 1 minute 40, donc on y est. D'accord, vous voyez, je ne vais pas pouvoir tout présenter. Vous voyez, une conséquence de cela est que finalement, le futur ne constitue pas une réplication du passé uniquement par l'illustration qui vous est faite. Une conséquence, c'est qu'on ne peut pas prévoir le futur. Alors, comme vous le savez, probablement, tous et toutes d'entre vous, on assiste au moins à 13 passages de virus SIV pour produire les deux formes d'HIV que l'on connaît, HIV1 et HIV2. C'est ce qui vous est illustré ici, même si 99% des cas de sida sont dus au VIH1. Sachez qu'il y en a 2 d'entre eux. Voilà. Ce que je vous indique ici, c'est que le phénomène d'émergence et de passage, c'est ce que l'on voit. On est en fin de course et on a la lecture de ce qui est passé. Mais combien de phénomènes d'émergence, d'essais, ce que j'appelle des essais finalement, ont eu lieu? On n'en a aucune estimation. Or, le phénomène d'émergence est un phénomène qui est un phénomène dynamique selon une loi de probabilité, une loi probabiliste, qui est que on observe un succès pour des quantités phénoménales d'erreurs, échecs et donc de non-succès, c'est-à-dire d'émergences qui n'ont pas eu lieu. Et donc d'où l'intérêt de la surveillance finalement de cas asymptomatiques de personnes qui pourraient souffrir de certaines pathologies, qui ne se rapprocheraient pas d'une pathologie en particulier qui pourrait devenir une future maladie émergente. Sachez que donc il y a énormément de non-succès à se produire pour finalement les succès entre guillemets bien entendu que l'on découvre et qui créent ces maladies infectieuses émergentes. Donc je vais passer cette diapositive simplement pour vous dire que ce sont essentiellement finalement les expositions humaines, mais aussi les comportements humains, individuels et collectifs, communautaires, qui vont être le moteur finalement de ces émergences. Autre sujet très intéressant, et qui est que
on observe que la plupart des virus de chauve-souris en Amérique du Sud, ce qui vous est illustré sur cette diapositive, sont d'origine végétale, hein, rappelez-vous, c'est ce que je disais au préalable, mais aussi d'origine issue d'arthropodes. Et je suis très surpris qu'il n'y a pas, ou très peu, ou quasiment aucune recherche sur l'origine des virus de chauve-souris en Afrique, dont le virus à Ebola. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'origine du virus à Ebola et de son origine et de ses hôtes aujourd'hui, alors que beaucoup de virus de chauve-souris en Amérique du Sud eh bien, sont d'origine végétale ou issus d'insectes, d'autres arthropodes. Et s'ils contaminent les chauves-souris, c'est par voie trophique, c'est-à-dire par leur régime alimentaire, mais qui aujourd'hui travaillent sur ces régimes alimentaires pour vous ouvrir justement dans une perspective interdisciplinaire. Très peu de gens le font aujourd'hui, mais je suis très gêné de voir que la littérature produite en Amérique du Sud ne traverse pas aujourd'hui l'océan Atlantique pour informer sur des orientations de recherche très intéressantes qui pourraient être faites en Afrique. Je passais tout ceci parce que, du coup, voilà, je suis désolé, mais il y a tout un champ de recherche dans la discipline qui s'ouvre aujourd'hui, qu'on appelle la pathogéographie, et qui vous permettent d'essayer de comprendre, par exemple ici, pour la dengue, vous savez que la dengue est à transmission interhumaine, bien entendu, avec 4 sérotypes, mais selon les périodes, on imagine des cycles sylvatiques qui existent de facto. Mais il y a des périodes où on va utiliser uniquement le cycle humain, et puis on va se rendre compte que des cycles sylvatiques, c'est-à-dire enzootiques, chez les animaux existent. Voilà, ce travail vous met en évidence, ce sont les taches vertes que vous voyez notamment dans la cartographie B, eh bien, le rôle de relargage de cycles sylvatiques à partir de primates dans la transmission du virus de dengue. Donc, voilà, ça semble très important de prendre en considération le compartiment finalement primate qui peut relarguer des cycles de dengue et qui peut participer à la dynamique de la transmission de la dengue. Ici, c'est exactement la même chose, mais pour le virus de la fièvre jaune, qui pose d'ailleurs beaucoup plus de problèmes parce que le compartiment de ce que l'on appelle le compartiment enzootique, c'est-à-dire le cycle sylvatique de transmission à partir de primates, est beaucoup plus conséquent que pour le virus de la dengue. Je ne vais pas parler de ceci voilà, mais tout simplement pour vous dire que la production scientifique aussi laisse des traces, que des archéologues spécialistes qui vous étaient illustrés au préalable, ou pour conclure, finalement, vous donne aussi, et on peut travailler finalement sur ces sujets-là, et que souvent, et donc c'est dans ici ce que vous illustre cette diapositive, que je ne peux pas détailler malheureusement, que les travaux sont souvent bloqués par des personnes. C'est ce que je vis actuellement dans le groupe d'experts où je suis à l'OMS. C'est un travail que je suis en train de fournir d'ailleurs. Manque d'intégrité scientifique et médicale qui va nuire parfois aux découvertes et au progrès de la connaissance et de la médecine parce qu'elles vont bloquer l'arrivée de nouvelles idées. Et c'est ce que démontre ce travail que nous sommes en train de faire, combien certaines personnes ont pu bloquer l'arrivée de nouvelles idées dans l'intérêt de la santé des populations de la planète. Je vais peut-être passer sur cette diapositive. C'était toujours tout simplement pour vous reprendre cette idée que le temps de compréhension long est extrêmement important et sera certainement le juge de paix de la recherche et de notre connaissance dans le 21e et 22e siècle parce qu'on ne peut pas réduire une connaissance à des échelles infiniment fines, traitées au laboratoire. Elles sont essentielles, importantes, nécessaires, mais elles ne font que révéler, rappelez-vous, des déterminants qui arrivent aux échelles auxquelles vous les étudiez. Or, quand vous êtes au laboratoire, vous ne travaillez jamais dans le temps long et vous ne travaillez jamais dans des dimensions spatiales importantes. Vous rappelant qu'il y a 3 dieux qui traitent du temps, mais je vous recommande la lecture du chapitre de livre qui traite à la fois aussi de philosophie et d'épistémologie pour vous rappeler justement cette importance du temps dans la compréhension du phénomène émergentiel, tout simplement parce qu'il a pris cours certainement des dizaines d'années en amont et représentera un problème majeur pour le futur si on n'a pas une compréhension intégrative dans le temps long de ces phénomènes qui sont en interaction avec des problématiques, bien entendu, d'infectiologie humaine, d'infectiologie animale, mais aussi des problèmes d'agriculture. L'agriculture est essentielle aujourd'hui pour comprendre le phénomène d'émergence de nouveaux agents infectieux, bien entendu, puisque l'agriculture altère aujourd'hui sur les écosystèmes naturels.
notamment dans les zones intertropicales, et il met en contact et expose des individus à des germes microbiens qui sont dans ces espaces et ces écosystèmes naturels depuis la nuit des temps. Et je conclurai sur une parole de Charles Nicholl, qui était microbiologiste, prix Nobel de médecine dans les années environ 1920. Un agent infectieux ne devient pas pathogène par nécessité, il peut être armé pour devenir pathogène, mais il le devient par les circonstances. Il n'y a aucun virus qui vous attend au coin du bois. Il n'y a que des pratiques et des comportements, et aujourd'hui le développement d'une agriculture mondiale qui se fait au détriment des écosystèmes naturels, qui met en rencontre et expose des individus avec des germes microbiens qui, par circonstance et celle des activités humaines, exposent des individus à des nouveaux germes microbiens qu'on appelle ensuite des maladies infectieuses émergentes. Je vous remercie pour votre attention et je remercie les personnes qui m'ont invité ou qui m'ont soutenu au cours de ma carrière et je suis prêt à répondre à vos questions pour avoir respecté le temps, puisque nous sommes à 10-15 minutes du temps qui nous était donné. Je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons une première question. Je vous la lis. Compte tenu de la complexité de ces notions inter-multi-trans, quelle est la bonne échelle d'intervention? Unité de recherche, département de recherche, institut, État? Alors, c'est une question très intéressante, mais comme on n'a jamais… Alors là, pour moi, il y a un problème, et on est entre nous, il y a un problème de culture, en fait. De culture, moi, j'estime que… alors, il n'y a pas de meilleure recherche l'une que l'autre. Je pense que certains pays sont beaucoup plus dans une culture interdisciplinaire que nous ne le sommes, en particulier en France, parce que ça fait 50 ans que le ministère de la Recherche nous ordonne de faire de l'interdisciplinarité, mais sans nous donner la méthode. Et comme vous vous rendez compte sur les présentations que je vous ai faites, de vous expliquer ce qu'est la multi, la pluri, la trans et l'interdisciplinarité, ce n'est pas en mettant des disciplines entre elles, et surtout si certaines se considèrent être hégémoniques, que vous allez aller vers de l'inter et la transdisciplinarité. Ce n'est pas en forçant les gens à faire de l'interdisciplinarité, surtout des disciplines qui n'ont pas envie de collaborer et qui n'en ont pas besoin non plus, que vous développerez l'interdisciplinarité. En revanche, il faut asseoir notre dispositif sur des gens qui ont déjà cette attitude, par curiosité, par talent intellectuel, à pratiquer cette interdisciplinarité. Donc, c'est plus sur des problèmes de culture et des individus et des compétences qu'il faut se baser, plutôt que de proclamer. Voilà, c'est pour ça que je parlais de phénomènes de discours incantatoires. Plutôt que de proclamer, il faut faire. Dans l'histoire de l'interdisciplinarité ou de la multidisciplinarité française, ça n'a jamais fonctionné. Et le meilleur terrain d'étude pour répondre, eh bien, c'est effectivement ce que j'appelle un confinement par géographie, c'est-à-dire aussi de travailler dans les mêmes lieux. Moi, je sors d'un laboratoire d'excellence que nous avons en Guyane, la coexistence de différentes disciplines, et puis surtout aussi le rôle que certains d'entre nous, donc on revient à l'aspect que je traitais au préalable, sont des éléments essentiels et moteurs pour aller vers cette interdisciplinarité. Donc, si vous voulez, les mêmes chantiers et aussi se reposer sur les personnes qui ont cette pratique et cette culture de l'interdisciplinarité. Merci. Et il y a une nouvelle question. Les conseillers régionaux en santé mondiale seront-ils remplacés par des conseillers une seule santé? Alors, je ne peux pas, alors je ne suis pas du tout normand et je ne peux pas vous répondre comme le ferait un normand. Il se trouve que je suis expert à l'OMS sur les sujets qui sont les miens, donc les mycobactérioses, les maladies cutanées. Donc, je suis à l'OMS en fin de mois. Et l'organisation telle qu'il a été construit de notre programme sur 5 jours va tout à l'encontre de ce que dit One Health, quoi. Voilà. Il ne traduit pas comme si ce système lui-même n'avait pas compris les messages émanant de One Health, c'est-à-dire il reste très
technique, il reste très dans le diagnostic, il reste très dans la recherche de fond, bien entendu, mais il ne s'intéresse pas finalement à l'origine de ces germes microbiens qui deviennent des maladies infectieuses émergentes, d'où notre malaise dans le groupe, parce qu'on ne sait pas où se placer, alors que cette institution, ces dernières années, et dans le cadre de la pandémie, n'a pas arrêté de nous prononcer du One Health. Donc je suis très mal à l'aise pour répondre à cette question parce qu'elle comment dire, dans les actes de ce que je vois d'une organisation, d'une réunion importante à l'OMS à la fin du mois, durant 5 jours, eh bien, il n'y a pas cette culture de l'interdisciplinarité qui a transpiré. Merci. Une autre question, que pensez-vous de l'Institut One Health pour former les décideurs qui va être créé en France? Alors, je ne me suis pas ou peu intéressé à ça parce que vous l'avez aussi vu, c'est-à-dire que mais beaucoup de gens de mon âge vous le disent, nous on fait du One Health, on est tombé dedans quand on était petit, un peu comme Ebélix dans le chaudron. Donc l'apparition du mot One Health, c'est ce que j'appelle de la recherche, de la science hypochoristique. Alors l'hypochoristique, c'est un mot bien savant, mais ça veut dire aussi des mots qu'on vous invente et des mots simples, mais qui sont un peu plus du langage à l'adresse des enfants. Excusez-moi, pipi, caca, et je considère que One Health fait partie de cette rhétorique hypochoristique. Et donc, je ne me suis pas préoccupé de cela parce que cet institut One Health, c'est moins l'Institut One Health qu'il faut créer et plus un institut qui véritablement vous démontre ce qu'est l'inter et la transdisciplinarité. Et on en a absolument besoin, et notamment en France, en Europe en particulier. Voilà, donc je reste en attente par rapport à cet institut One Health, d'autant plus qu'ayant participé au programme national santé-environnement, donc il traitait justement d'une dimension très One Health, une seule santé dans toutes ses dimensions, parlant finalement un peu des maladies zoonotiques, mais aussi des problèmes de transmission de gènes de résistance par les antibiotiques, à cause des antibiotiques, ou d'autres dimensions de la santé qui peuvent nous intéresser. Mais finalement, jusqu'à ce programme national santé-environnement 4, pour lui accorder son numéro actuel, eh bien, a très fortement dérivé, passant d'une vision très très large à ne s'intéresser qu'à certains aspects. Donc, moi, je suis dans l'attente de voir ce que donnera cet institut One Health en réalité et dans le système de tension que je vous ai présenté. Il est extrêmement important pour comprendre aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, on est dans un système à 4 tenseurs, 4 disciplines qui réclament le droit à avoir créé le meilleur des concepts. Alors que, je vous rappelle, One Health n'est pas le premier d'entre eux qui a été créé et n'est surtout pas celui qui démontre, rappelez-vous cette étude de Facina et al. Qui vous met en évidence que les 121 programmes One Health qui existent actuellement en Afrique subsaharienne, eh bien, font plein de choses, mais surtout pas du One Health. Merci. Nous avons 2 questions encore de la part du docteur Ayouba qui dit merci Jean-François pour cette belle intervention. Si j'ai bien saisi, tu penses qu'on devrait chercher les réservoirs de virus Ebola ailleurs que chez les animaux? Absolument, absolument. Absolument. Ah ben non, chez les animaux. Mais donc le couple, alors, elle est malheureusement décédée, mais c'est un couple qui passait sa vie entre la Belgique, entre l'Institut d'Anvers et puis le Max Planck Institute, mais vous devez les connaître pour certains d'entre eux. On produit des articles, notamment à la fin de vie de madame, donc je recherche le nom qui me reviendra, etc. Il m'a dit non, on s'est trompé, il faut chercher ailleurs. Et justement, réorientant exactement vers ce que je vous ai exposé, c'est-à-dire, sachez qu'aucune chauve-souris ne mange uniquement que des fruits, du nectar, des fleurs, etc. De ce qu'on appelle de la phénologie. Donc, on est encore dans le temps long, en fonction de
d'une floraison d'arbres en Afrique centrale qui ne se serait pas produite au moins, eh bien, les chauves-souris peuvent se régaler en vol de ce qu'on appelle un orthoptère, c'est-à-dire une sauterelle ou un criquet. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ok, donc je vous pose rapidement deux autres questions. Est-ce que le concept One Health ne souligne pas à la fin l'importance de travailler ensemble dans le cadre d'une approche collaborative avec l'ensemble des parties prenantes concernées par un problème donné? Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai traité ces 12 dernières années dans le cadre d'un séminaire que j'anime, séminaire dit du Val-de-Grâce, de l'école du Val-de-Grâce, qui est une école militaire du Val-de-Grâce à Paris, sur les maladies infectieuses émergentes. Et donc, depuis 12 ans, hein, ce qui nous motive aussi, c'est, si vous voulez créer l'interdisciplinarité, c'est aussi absoudre l'hégémonie de certaines disciplines. Vous ne pourrez pas développer l'interdisciplinarité et conduire à la transdisciplinarité si certaines disciplines se positionnent de manière hégémonique sur ces sujets, à tout savoir et à ne pas écouter les autres disciplines. Et je parle de toutes les disciplines, en fait, allant jusqu'à de l'anthropologie ou de la sociologie, que j'inclus, bien entendu. Voilà. Et donc, du coup, ça exige aussi de la part de certaines disciplines positionnées de manière, ou qui se positionnent de manière hégémonique, et j'en connais certaines, à absoudre cette hégémonie qui est un héritage culturel, etc. Le problème de maladies infectieuses émergentes a beaucoup moins à voir avec de l'infectiologie, qu'elle soit animale ou humaine, mais c'est d'abord un problème de déstabilisation, de déséquilibre écologique qui s'organise dans les écosystèmes à cause d'une intrusion humaine dans certains écosystèmes et qui mettent en ce qu'on appelle en anglais en balance, c'est-à-dire qui perturbent des cycles, qu'on va dire sylvatiques ou enzootiques, de virus, de bactéries, de champignons parasites, pourquoi pas de prions, qui sont installés là depuis l'éternité et que l'on déstabilise. Et l'espèce humaine devenant une cible en particulier parce qu'elle pénètre dans ces cycles par ses occupations, ses développements, voilà, et son organisation. Toute dernière question, quels sont les instituts français faisant d'interdisciplinaire sur les maladies infectieuses émergentes? Alors, ça, j'ai souvent répondu à cette interrogation qui est intéressante comme question. Je vous remercie d'ailleurs, elles étaient toutes intéressantes et je vous remercie de me les avoir posées. Certaines, quelquefois, demandent à ce que les choses soient dites. Il faut dire les choses. Alors, je pense que, et pour avoir énormément de collègues, amis et collaborateurs, je pense que, par exemple, les personnels chercheurs de l'IRD en particulier ont conservé cette interdisciplinarité parce qu'ils ont conservé le contact aux populations, aux gens, aux cultures, au respect de ces cultures. Et que moi, je dis bien, je prétends qu'il faut sortir les chercheurs de leur laboratoire aujourd'hui. Les chercheurs sont beaucoup trop dans leur laboratoire et pas assez dans les conditions de terrain. Ça, c'est un premier point. Mais vous le retrouvez chez beaucoup d'infectiologues français, hein, donc, qui sont aujourd'hui maîtres de conférences, donc plutôt ici donc, dans le milieu universitaire, parce qu'il y a une tradition française chez les infectiologues qui est d'aller se faire former. D'ailleurs, j'ai produit des analyses publiées à ce sujet. D'aller se faire former sur les terrains tropicaux, notamment dans nos organisations non gouvernementales sanitaires. Je trouve ça très bien parce que ça permet le contact au terrain. Et vous le trouvez aussi beaucoup, finalement, chez nos collègues du service de santé des armées qui ont conservé cette pratique, cette culture, cette connaissance et ce respect du terrain et des populations qu'on y rencontre. L'INSERM est beaucoup plus dans une tradition de très haute technicité, beaucoup plus dans des domaines de spécialisation. Et encore une fois, il nous faut des hyper spécialistes. Quand on a débroussaillé un phénomène complexe tel que cela,
il est nécessaire d'aller dans la profondeur, dans l'épaisseur de la connaissance, et on a besoin d'hyperspécialistes. On a besoin de conserver des instituts qui le soient, bien entendu. Et donc, il faut vraiment réfléchir dans l'organisation, à la fois chez nous en France, mais aussi chez nos partenaires. Finalement, surtout aujourd'hui, avec ces concepts à nous arriver, il faut faire l'interdisciplinarité, elle n'est pas obligatoire. On a bien entendu besoin de gens qui restent hyper spécialistes. Merci beaucoup, vraiment pour la présentation super intéressante. Et donc, merci à vous pour la présentation. Merci à tous d'avoir participé et pour la question. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Si vous voulez que je partage certaines publications, ce sera volontiers, vous me le dites. Ah, ça serait parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On pourra donc mettre les liens sur les sites de projet pour que ça soit disponible pour tout le monde. Merci beaucoup. Absolument. Et n'hésitez pas à m'interroger par courriel électronique si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Super. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt.